Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de notre journal de 15h. On s'excuse pour ce léger retard. Au sommaire de l'actualité, le secrétaire d'État français chargé des relations avec le Parlement qui a été reçu par le Premier ministre, décryptage dans ce journal-là. Et libération de 26 marins pêcheurs à près après 4 ans et demi passés aux marins des pirates somaliens. Et on va parler dans ce journal de cet atelier qui a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et qui a porté sur la mise en place d'instruments juridiques pour la protection de la biodiversité marine et terrestre. Et on va en parler avec vous, messieurs. Vous êtes conseiller technique du ministre de l'Environnement, Abdelkader Edou. On en parle tout à l'heure avec vous. Merci. Allez, tout de suite, c'est l'actualité nationale. Message de condoléances à l'émir du Qatar, le président de la République Ismaël Marguerite, qui a adressé aujourd'hui un message de condoléances à l'émir du Qatar, le cher Tamim Ben Hamad Al Thani, suite au décès survenu hier de son grand-père, l'ancien émir du Qatar, Khalif Ben Hamad Al Thani. Dans son message, le président de la République a fait part de sa tristesse et de sa vive émotion. Je vous prie d'étendre mes condoléances attristées à la nation amie du Qatar tout entière, a écrit le président Guélé, impliquant que le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à lui pour exprimer leur sympathie et compassion au peuple frère du Qatar dans l'épreuve difficile qu'il vit suite au décès de son ancien émir. Le Khalifa Ben Hamad Al Thani restera à jamais gravé dans la mémoire de ses compatriotes et même au-delà pour ses idées progressistes et le rôle moteur qui fut le sien dans le processus visant à doter son pays de tous les fondements indispensables à la réalisation d'un développement durable. A également noté Ismaël Marguerite, puis Dieu accueillir le défunt dans son paradis éternel, a conclu le chef de l'État. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rencontre entre le Premier ministre et le secrétaire d'État français chargé des relations avec le Parlement. Abdelkader Mohamed a reçu hier dans son cabinet le secrétaire d'État français chargé des relations avec le Parlement, M. Jean-Yves, M. Jean-Marie Le Guen, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les voir ont été au centre des discussions entre le Premier ministre et son interlocuteur. Ont assisté à cette rencontre l'ambassadeur de France, adjunct autre responsable de la préfecture. A noté également la présence du ministre de la Défense, Ali Hassan Bader, le secrétaire général de la primature. Également dans l'actualité, Jean-Marie Le Guen a été également reçu par le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Youssouf de la coopération internationale a reçu dans son cabinet le secrétaire d'État français chargé des relations avec le Parlement. Ce dernier était accompagné de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guillou. L'entretien entre les deux hommes s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Au niveau bilatéral, les deux parties sont félicitées de relations historiques, séculaires et particulières qui existent entre nos deux pays. Ils ont exploré ensemble les voies et moyens de les renforcer davantage, notamment à travers un dialogue stratégique au cours duquel tous les sujets seraient évoqués, relations militaires et économiques, enjeux régionaux et internationaux. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre a également permis au chef de la diplomatie djiboutienne d'exposer à son hôte l'approche de la diplomatie djiboutienne sur les grands défis régionaux tels que la lutte contre le terrorisme, la piraterie, l'immigration illégale, etc. Et suite au décès de la grande diva et chanteuse djiboutienne Hawa Guélé Elmi, qui a été plus connue sous le sobriquet de Hawa Guélaqad, qui a été connue par tous les Djiboutiens, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf, Mohamed Hassan Bali, ainsi que la direction de la culture et l'ensemble des artistes ont exprimé leurs sincères condoléances à la famille de la défunte artiste interprète. En 1946 à Djibouti, la défunte avait débuté sa carrière en 1963. Elle était devenue de facto la deuxième interprète féminine de la chanson somalienne. Elle a évolué aux côtés des grands artistes tels que Saïd Hamel Khod. Elle était également une figure emblématique pour la lutte pour l'indépendance nationale, feu Hawa Guélaqad. Durant sa longue carrière de chanteuse et de comédienne, elle interprétait des tubes tels que Aflibah ou encore Balaten Bari'a avec Saïd Hamel Khod. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, le président du Parlement participe aux assises de l'Union interparlementaire à Genève, en Suisse. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, se trouve à Genève où il participe depuis hier aux travaux de la 135e Assemblée.
de l'Assemblée de l'Union interparlementaire et de ses réunions connexes. Le président Hamad est accompagné d'une importante délégation composée des députés, membres de l'Union interparlementaire et en l'occurrence Ali Mohamed Daoud et de M. Hassan Saïd Roumani ainsi que de son directeur de cabinet M. Mahdi Abdel Hassan et son conseiller aux affaires arabes, M. Ali Abdan Abdouf. Les travaux de du 735e Assemblée de l'Union interparlementaire qui réunit des délégations de plus de 138 pays et de plus de 700 parlementaires, dont 67 présidents du Parlement, porteront sur des sujets divers et variés, notamment les voies et moyens de promouvoir le respect des droits de l'homme dans le monde, plus précisément du droit international humanitaire, ainsi que la relation entre la démocratie et les droits de l'homme. D'autres thèmes, et non des moindres, seront débattus également par les différentes délégations présentes au cours de cette assemblée, comme le rôle du Parlement dans la mention des ingérences extérieures dans les affaires internes des États souverains, le rôle précurseur des parlements dans la protection des femmes et des enfants lors des crises migratoires, notamment dans les situations d'urgence humanitaire ou de fragilité. Les discussions seront aussi étendues aux questions liées au développement, à la paix et à la sécurité internationale. Au premier jour des assises de cette institution et en marge des travaux de la dite assemblée, le président Mohamed Ali Hamad a eu hier une rencontre bilatérale avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire, M. Shungang. Et on va parler du CRIPEN, le CRIPEN qui a donc poursuivi leurs épreuves du concours de recrutement des professeurs et des professeurs adjoints qui ont lancé aujourd'hui dans le centre d'examen au lycée de Balbala. Plus de 1145 candidats se sont présentés à ce concours de recrutement des professeurs et des adjoints pour être sélectionnés pour les 194 postes à pourvoir. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Ahmed, et le ministre du Travail chargé de la réforme administrative, M. Hassan Dessamiri, accompagné de leurs proches collaborateurs, se sont rendus sur le site d'examen pour s'enquérir dans le déroulement des épreuves. La délégation ministérielle accueillie sur le site du cours par le chef de centre se sont rendus au secrétariat où se sont longuement entretenus avec les chefs de centre et les membres du secrétariat. Ensuite, ils ont passé les salles des épreuves pour voir de vue le déroulement des épreuves des candidats pour les futurs professeurs et des professeurs adjoints. Au cours de la visite, la délégation ministérielle a pu constater que les épreuves se déroulaient dans les meilleures conditions. Et à l'issue de ces épreuves écrites, les premières délibérations seront effectives à partir du mercredi 26 et du jeudi 27 octobre prochain. Nous écoutons M. Abdel Ali Mohamed, secrétaire général du ministère du Travail. Et technique. Donc les choses se déroulent bien, il n'y a aucune anomalie à déplorer. 1145 candidats ont concouru pour ce concours. Donc c'est un concours qui se fait dans de bonnes conditions et les choses se déroulent bien. Également de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Mme Hassan Bala, a signé aujourd'hui la convention de lancement et de mise en œuvre au projet de la Bibliothèque nationale et des archives avec le bureau chargé de la coopération économique internationale de la République de Chine. Cette convention entre dans le cadre des accords de coopération économique et technique signés entre le gouvernement djiboutien et le gouvernement chinois. Le coût global du projet s'élève à 260 millions yuan, l'équivalent de 38 millions de dollars américains. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 32 mois. La Bibliothèque nationale et des archives seront implantées sur une surface de 16 500 mètres carrés à Balbala. La mise en œuvre sera assurée par une société chinoise selon les normes techniques en vigueur à Djibouti. Les études et les plans d'exécution ont été déjà approuvés par la partie djiboutienne. D'autre part, la convention signée prévoit un programme de formation du personnel qui s'étalera sur 5 ans à partir de l'achèvement des travaux du projet. La Bibliothèque nationale aura pour mission de dresser les listes d'ouvrages et de périodiques du pays. Très haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaël Ouangele, attache une importance particulière à doter notre pays une grande bibliothèque nationale et d'un centre d'archives moderne. La réalisation de ces grands projets aujourd'hui témoigne l'intérêt que porte le gouvernement à la culture, à la connaissance et à la science en général et à la conservation
patrimoine écrit qui constitue notre mémoire collective, qui retrace aussi l'évolution politico-institutionnelle et socio-culturelle de notre pays. Voilà donc pour les propos du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. C'est l'heure de retrouver l'appel à la prière et on se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. C'est l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une réunion de travail a eu lieu ce matin entre le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Hassan Diamere, et de l'ambassadeur éthiopien à Djibouti afin de régulariser la situation de dizaines de jeunes coursiers opérant pour le compte des sociétés de logistique et transport. Ces derniers ne sont pas soumis de carte de séjour ou de relation de travail. Ils accomplissent cependant un important rôle pour faciliter le transport des marchandises des ports de Djibouti vers l'Éthiopie. Il est à souligner que plus de 90% de l'import-export éthiopien transite par Djibouti. Des centaines de semi-remorques et de camions citernes font quotidiennement la navette entre Djibouti et Addis Abeba. Le ministre du Travail a souligné à cette occasion qu'il importe de régulariser cette situation. L'entrevue entre les deux hommes a essentiellement porté sur cette question. La majorité de ces personnes travaillent pour le compte de l'Ethiopian Transit Shipping. Cet entretien s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère du Travail. Écoutons le ministre du Travail. L'autorisation la majorité des Éthiopiens étaient concentrés sur la société MTS. Donc ils étaient en nombre de 120 à 130 ressortissants éthiopiens, qui aucune personne n'avait l'autorisation de travail. Comme nous avons de très bonnes relations avec l'Éthiopie, qui est un pays ami et frère, nous avons accepté à revoir cette opportunité plus tard. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons appelé aujourd'hui l'ambassadeur afin que nous clarifie la situation de ces gens-là. L'ambassadeur éthiopienne nous a très bien compris, nous a même félicité de notre compréhension et donc à partir du 1er janvier, il nous a promis que les 130 ressortissants éthiopiens seront régularisés. C'est une très bonne chose. Donc la relation bilatérale entre Djibouti et Éthiopie et Djibouti est de très bonne. Le personnel du Sheraton a repris ce matin le travail après un mouvement de grève de quelques jours. La direction de l'hôtel a voulu signifier le licenciement de nombreux employés. Peu après le départ du contingent allemand qui occupait l'hôtel et lui assurait d'importantes rentrées financières. Le manque à gagner de l'hôtel a influé sur les employés dont certains ont une vingtaine d'années de service. La reprise a été faite sur instruction du ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Hassan Diamere, qui a fait prendre la direction du Sheraton. Des licenciements abusifs ne peuvent être tolérés. Il s'agit de négocier avec le personnel et d'étaler les départs sur plusieurs années, comme cela se fait ailleurs. Des placements dans d'autres hôtels devront être également étudiés, toutes les indemnités devront également réglées. Parmi les cas soulevés lors de la réunion de ce matin entre le ministre du Travail et la délégation du Sheraton Hotel quant son directeur général, se trouve le cas du chef cuisinier, M. Ali, qui a 19 ans de service et qui a été exemplaire durant son travail. L'idée de dispatcher un certain nombre d'employés dans d'autres secteurs de l'hôtellerie et de la restauration a été également soulevée. D'autres que ces employés ont beaucoup d'expérience. On prend la direction tout de suite de la ville de Dikil. La ville de l'Unité a célébré hier de sa façon la journée internationale de la femme rurale. Le préfet de Dikil, le président du conseil régional ainsi que les femmes dikiloises ont accueilli chaleureusement la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Ahmed Hassan, et sa délégation composée du secrétaire général de l'UNFD, de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa, la représentante de l'USAID, Mme Saada Idriss et des cas de son institution. Rappelons que la première journée internationale de la femme rurale a été célébrée le 15 octobre 2008 et initiée par l'ONU. Cette journée est une occasion de mettre en évidence les contraintes rencontrées par les femmes rurales qui sont victimes des aléas de la nature, la pauvreté et des conditions de vie précaires liées au milieu rural. La République de Djibouti a célébré pour la première fois le 15 octobre 2011 la journée internationale de la femme rurale. À la fin de la cérémonie, la ministre a procédé à la remise d'un lot important des matériels composés des machines à coudre et de broderie.
aux femmes et les associations de la région dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et renforcement des communautés. Ces équipements permettront sans doute de réduire la vulnérabilité et dans son mot d'ouverture, le président du conseil régional, Abdelrahman Al-Matsari, le préfet adjoint, a mis l'accent sur l'importance de cette journée. De la femme, un axe cardinal de sa gouvernance et de sa politique de développement. La journée mondiale de la femme rurale à Diki, dont le thème retenu cette année est autonomiser les femmes rurales, assurer la sécurité alimentaire et éradiquer la paix. L'objectif de cette journée est de nous sensibiliser et attirer notre attention sur les conditions de vie des femmes rurales en général et en particulier celles de notre région. Je propose à présent d'écouter la représentante du l'USAID à Djibouti de la secrétaire générale de l'Union des femmes, l'Union nationale des femmes djiboutiennes. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour assister à la célébration de la Journée internationale de la femme qui coïncide avec le lancement du projet Autonomisation des femmes et renforcement des capacités. Ce projet a pour but de contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance en renforçant la capacité des organisations de développement communautaire et les associations qui soutiennent les femmes et les jeunes. Nous savons tous que les femmes sont des acteurs essentiels dans le développement de la communauté et qu'elles jouent un rôle primordial dans l'amélioration des conditions socio-économiques de leur famille et communauté. Femmes du Dikine, je m'adresse à vous. Je voudrais compter sur votre engagement pour tirer profit de ce projet et je suis certaine qu'avec votre détermination et grâce au leadership de Madame la Ministre, nous réaliserons des résultats positifs. On écoute à présent la ministre de la femme et de la famille, Madame Mohamed Hassan. ومركي صدحان وحني منايو مركي جو الرسول حاد بشاهد مركي لبعض وحن كشاكيسني باهي يوش قدي سيدان وقبان لهين ما أنت مدد وحن دون إنا نتصا وحي عيش كتان مال لمدجن وأنا جميري أنا بفرصة كستان هجد كنت يكرم نوع إنه وحو وطرنا قاعد فاروق عني. On prend sous la direction de la ville de Bec qui a accueilli hier une délégation ministérielle des 4 membres qui ont effectué une visite de travail de 2 jours dans cette région. À l'invitation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Khan, le ministre de l'énergie, Yassine Hussein Bour, le ministre du travail et de la réforme, Hassan Idriss Semela, et le ministre de l'éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahan. Nous avons eu au cours de cette visite des différents contacts et entretiens avec la population de Hayou, chacun en ce qui concerne. La visite de la délégation ministérielle s'inscrit dans le cadre du contact. Prise de contact permanent du gouvernement avec la population a été donc fructueux à plus d'un titre puisqu'elle permet d'appeler le nombre de sessions en suspens pour lesquelles les personnes concernées devaient faire le va-et-vient entre le chef-lieu et la capitale. Entre autres, ce groupe de ministres, à l'initiative du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ont lancé le projet intitulé Obok, ville verte. Le projet consiste à la plantation d'arbres à travers la ville d'Obok, un projet qui contribuera à embellir la ville d'Obok pour le bien-être de la population. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif à la protection du milieu marin de la mer Rouge et du golfe d'Aden contre la pollution due aux activités terrestres, le ministère de l'Environnement, en partenariat avec le PERSGAD, a mis un atelier de formation sur l'impact des usées sur le récif Alain. La République de Djibouti possède 372 km des côtes entre Doumara et l'Oyada. L'atelier présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement a vu la participation de représentants du PERSGAD, le Dr Mohamed Badran, et des représentants de plusieurs institutions telles que l'armée nationale, les gardes-côtes, les autorités du port de Djibouti, celles de Doralé, les représentants du CER, de l'Université de Djibouti, de l'ONEAD, ainsi que des médias et des associations des pêcheurs. L'objectif de ce protocole est de préserver contre toute forme de pollution provenant du milieu terrestre, l'environnement marin et ses ressources vivantes, surtout sensibles sur le plan environnemental, tels aussi coralliens, les mangroves et les herbiers marins. Ce protocole a également l'objectif de lutter contre les risques sanitaires liés à la pollution des activités terrestres dans les pays membres du PERSGAD.
En termes de biodiversité, la République de Djibouti, malgré sa taille modeste, fait partie des régions les plus remarquables, mais aussi les plus fragiles en Afrique. Les récifs font une partie des écosystèmes les plus vulnérables, sont en végétation rapide, notamment des zones touchées par les zones des hydrocarbures, le projet des hydrocarbures, des zones de ballast, pollution, le projet urbain et des activités touristiques. Notre objectif à travers une approche manuelle de déterminer si les eaux sont un problème pour les récipients arrivants en utilisant la méthode scientifique, réduire le stress sur les récipients afin qu'ils puissent avoir une meilleure capacité de faire face à votre plainte. Voilà, on sait que le ministère de l'Environnement a déjà mis en place des instruments juridiques pour la protection de la biodiversité marine et terre. Les travaux de cet atelier vont durer 2 jours. Et pour en parler plus en détail, j'ai comme invité sur ce plateau Monsieur Abdelkader Odoun. Vous êtes conseiller technique, je le rappelle, pour les téléspectateurs qui viennent nous rejoindre, du ministre de l'Environnement. Alors, avant ce moment, notre pays a mis en place des outils juridiques pour la protection de la biodiversité marine. Quelles sont leurs efficacités et de quelle manière l'organisme PERSGA soutient notre pays en fait? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Comme a si bien indiqué ce matin dans la réunion de la formation, la téléformation pour les utilisateurs, ces instruments juridiques sont des instruments très importants. Ils permettent d'avoir une approche environnementale de sauvegarde, de prévention et surtout constituent des outils de prise de décision pour les politiques. C'est-à-dire, nous avons 4 à 5 types d'instruments très importants. En premier lieu, il y a le code de l'environnement qui est un outil de base, qui est un outil de fondement et qui permet à tous les utilisateurs et surtout pour notre pays de pouvoir entrer d'être utilisé. Il y a aussi les procédures d'études, c'est-à-dire tout promoteur de projet de développement de notre pays au préalable doit préparer une évaluation environnementale du site où va être implanté, par exemple, nous connaissons un développement des infrastructures portuaires. Tous ces promoteurs privés ou des promoteurs publics, à savoir l'État, doivent obligatoirement au préalable faire une étude d'impact qui permettrait de réduire les impacts environnementaux sur ces espaces marins et surtout d'avoir un développement durable. C'est-à-dire qu'on fait les instructions, les infrastructures pour permettre sur 30 ans de pouvoir faire gagner de l'argent au pays, créer des emplois et surtout protéger l'environnement. Pour ce qui est de la télé de ce matin, il y a d'autres instruments, à savoir des aires protégées. C'est-à-dire qu'on a eu en 2004 à travers un décret des aires protégées marines qui portent sur les îles des Sept Frères, Raciane, Godoria et Koranga, et surtout Sable-Blanc qui n'est pas loin d'Outi. Il y a aussi des aires protégées terrestres, le Baï et le Lakabé. Il y a un autre aussi instrument qui est très important qui est le décret sur la protection des aires protégées, c'est-à-dire la protection de la biodiversité qui porte plus sur les écosystèmes et surtout en premier lieu aussi les espèces. À savoir les efficacités de ces outils, si on n'avait pas ces outils, on ne peut pas demain se prévenir des pollutions, par exemple des eaux usées, des eaux balades qui sont dans les bateaux, qui sont déversées dans les eaux marines littorales ou nationales. Et ces instruments nous permettent de prévenir, de faire un travail de sensibilisation et surtout de mettre devant la responsabilité les promoteurs privés, les promoteurs des projets. Maintenant, vous avez dit les PERSGA. Les PERSGA, il faut un peu remettre en contexte. Le PERSGA est une convention régionale qui regroupe en son sein 7-8 pays qui sont sur la rive de mer Rouge et du Golfe d'Aden, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Yémen, le Soudan, la Somalie et Djibouti. Et PERSGA intervient au niveau de nos pays dans le renforcement des capacités, c'est-à-dire qu'ils font des ateliers techniques, comme a été aujourd'hui, des formations sur des modules. Les modules sont composés plus par des documents, des livres, des rapports qui sont soumis à l'appréciation du pays et qui permettent d'être des outils de communication et surtout une plateforme de discussion. Ça permet aussi au pays d'échanger les expériences et ces formations permettent aussi au pays de se prémunir de tous ces risques-là. Tout cela s'inscrit dans le cadre de création d'un comportement des citoyens. C'est-à-dire si un citoyen, maintenant tous les citoyens de notre pays doivent protéger l'environnement, doivent sauvegarder l'environnement. En premier lieu, les utilisateurs, c'est-à-dire les opérateurs touristiques, les opérateurs économiques et en premier lieu aussi les habitants, la population, voilà, vous avez si bien dit, la population qui sont dans les zones littorales pour qu'il n'y ait pas des régies abusives, il n'y ait pas une dégradation de l'environnement.
Je pense que cet atelier de formation tombe à point nommé et permettra à notre pays de développer des outils pédagogiques pour permettre à notre pays, au même titre que les autres pays membres du PRSCA, d'avoir les outils de décision, les outils de formation. Et j'espère que ces 2 jours de formation ne vont pas s'arrêter ici. On aura d'autres sessions de formation pour permettre à notre pays d'être un bon élève, comme a toujours été, de la protection de l'environnement. Alors, les associations des marins ont été invitées aujourd'hui à l'atelier. Que vous attendre? Quel message voulez-vous passer à cette population qui participe, qui vit sur les côtes, qui participe à la protection de la biodiversité marine? Sans porter des accusations sur ces populations, en général, ces populations nous aident beaucoup dans la régénération. Par exemple, nous avons un programme de 125 000 plans de régénération de mangroves dans ce Angar. Il y a des gens, depuis la nuit de temps, qui ont des habitudes communautaires de protection. Sans que l'État intervienne, il fait un travail de protection contre les surpâturages, à savoir les familiers, ou la coupe de bois, parce que ces bois sont assez solides, ils permettent comme on appelle, des huttes traditionnelles ou des cases traditionnelles africaines. Maintenant, nous avons fait formation pour permettre à ces populations de participer à l'activité de régénération, de participer à l'activité de plantation, et j'espère que ces populations vont s'approprier et jouer un rôle important pour la protection, parce que au final, c'est ça. Il ne faut pas aussi dégrader pour gagner un peu d'argent. C'est ce qui se passe par exemple pour le bois de chauffe. Nous savons que sur l'ensemble du territoire, il y a des coupes de bois abusifs, il y a les charbons de bois. Je pense que ce comportement doit changer et que ces populations doivent se sentir partie parce que c'est notre écosystème et c'est notre environnement. Voilà, donc merci M. Radouane d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes conseiller technique du ministre de l'Environnement. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, suite à la réunion du travail avec le ministre de la Santé, la directrice régionale de l'UNICEF a visité avec le secrétaire général du ministère de la Santé, le docteur Ahmed Rabla Abdili, et plusieurs directeurs, le centre de santé de Balbala. La visite s'est effectuée au centre de récupération nutritionnelle des enfants dès bas âge. Ce centre prend en charge tous les enfants présentant une malnutrition sévère ou modérée qui causent problèmes de croissance chez les mais également d'autres pathologies graves. Le médecin-chef de ce centre a présenté les différentes unités qui composent ce centre, à savoir l'unité de traitement thérapeutique, l'unité de hospitalisation des enfants avec leur mère, et au cours de la visite, la directrice régionale de l'UNICEF et le secrétaire général du ministère de la Santé ont reçu toutes les explications sur le fonctionnement de ce centre de récupération nutritionnelle qui a un nombre d'un lit d'hospitalisation et qui s'occupe jour et nuit de la récupération de la santé de ces jeunes enfants dans le cycle de leur croissance. Problématique de la malnutrition est un objectif préférant pour le ministère de la Santé qui en a fait d'intervention prioritaire. On met en place ce centre de récupération exclusivement pour les enfants présentant un problème nutritionnel. Le président de développement UNICEF travaille en collaboration avec le ministère de la Santé sur les questions d'amélioration de la prise en charge de la malnutrition dans tous les centres de santé. Il y a déjà quelques semaines. Puis la suite, ils vont nous aider sur la santé concernant le renforcement en termes de ressources humaines et qui vont prochainement venir ici pour rehausser leur capacité de consultation, d'hospitalité. Tout à fait autre chose pour informer le journal. L'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Adem Hussein Abdillahi, a été reçu ce week-end par M. Nassi Akbal, le ministre turc des Finances et actuel coprésident de la commission mixte de coopération économique, technique et de commerce entre les gouvernements de la République de Turquie et la République de Djibouti. M. Adem Hussein Abdillahi a exposé l'état de coopération bilatérale et amicale entre les deux pays en soulignant le dynamisme et le partenariat privilégié existant ainsi que la stratégie gouvernementale en matière de développement et d'investissement afin de renforcer les infrastructures permettant au pays de remplir son rôle de hub régional. Pour sa part, le ministre turc s'est réjoui de la coopération politique et économique existante aussi. Il s'est engagé à ne ménager aucun effort afin de permettre un renforcement des relations bilatérales entre les deux États. Adem Hussein Abdillahi a saisi cette occasion pour discuter des travaux de préparation de la 3e commission mixte qui se tiendra à Djibouti prochainement. Actualité régionale, la présence au Mali 26 marins
asiatiques ont été libérés après 4 ans et demi passés en détention aux mains des Somaliens. 26 marins viennent d'être libérés après avoir passé 4 ans et demi en captivité dans un petit village de Somalie près de Beirawo. Ils sont chinois, philippins, cambodgiens, indonésiens, vietnamiens et thaïlandais. Ils travaillaient à bord de bateaux de pêche qui siphonnent les eaux de la Somalie et ont été capturés par les pirates somaliens. Ces derniers s'offusquaient au départ de la présence illégale de ces bateaux de pêche qui les empêchent de travailler, de nourrir les familles avant de les rançonner et de s'attaquer à tout navire qui passait près des côtes somaliennes. Ces marins avaient été faits prisonniers en 2012 lors de l'attaque de leur bateau de pêche. Un a été tué et 2 autres sont morts pendant leur détention. Il a fallu 18 mois d'après leur négociation pour parvenir à libérer ces 26 otages asiatiques. Aucun détail n'a cependant été fourni sur le montant versé, parvenir à les tirer d'affaire. C'est la deuxième plus longue captivité marins-pêcheurs qui sont en réalité que travailleurs sur des gros bateaux et parfois des bateaux usines. Les négociateurs n'ont pas donné de précision sur les circonstances de cette libération. Les 26 survivants ont retrouvé leur famille à Nairobi, au Kenya, avant de s'envoler vers chez eux. Les pirates somaliens détiennent encore 10 otages iraniens et 3 Kenyans, dont une femme très malade, selon les négociateurs qui tentent d'obtenir leur libération. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Je vous retrouve dans une place maintenant au Focus. Bonjour. On va parler sport dans ce Focus avec ce match, le PSG et l'OM, qui n'a pas pu se départager. Oui, en fait, ce match, c'est au terme d'un 90 minutes classico peu spectaculaire. Le PSG et l'OM n'ont pu se départager. Dimanche au Parc des Princes, 0 lors de la 10e journée, Ligue 1, Garcia a réussi ses débuts. Il n'a pas loupé sa première sur le bord marseillais à l'issue de l'un des pires classico de l'histoire des spectacles. Le nouveau coach de l'OM, ramené du Parc des Princes, c'est qu'il a vu lui chercher un point à la fin de la série noire face parisien, près d'y revers de rang. Pour cela, il a dû faire 2 choix forts, évoluer en 5-3-2, en redonnant la clé à la défense au Bourgogne Rolando et offrir le brassard du capitaine Adonis plutôt qu'à Diarra. C'est heurté au mur marseillais, qui a été peu 2 reprises, aux 19 minutes et aux 34 minutes. Au retour des vestiaires, plein milieu, les Parisiens ont dû attendre la 67e minute pour tirer le but grâce à Di Maria. À l'image de Cavani, ratant une énorme occasion après un beau centre de Matuidi. Les hommes d'énergie sont passés à côté de leur classico. Ils possèdent désormais 6 longueurs de retard sur le leader niçois. Merci, c'est pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suivez. Moi, je vous retrouve demain à la même heure et à la même place.